L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Au Palais de l'Unité, les sages de l'Ouest ont déposé leurs symboles et leurs vœux unis pour une élection sous le signe de la paix menée par le sultan roi de Bamoun et sa majesté de Bafoussam. Ces gardiens de tradition ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président Paul Biya, un coup de force spirituelle avant l'échéance présidentielle. Déchets plastiques, la communauté internationale s'emballe. 180 délégations de l'ONU sont vent de bois à Genève en Suisse. L'effet pervers de la pollution en Tampouma mobilise pour une position globale rejetée par le pays producteur de pétrole. Question sur les emballages plastiques au Cameroun dans cette édition d'information. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 et IDFM en direct de Garoua, dans le Nord-Cameroun. Et merci de choisir nos antennes. Guidés par le sultan roi de Bamoun Nabil Bombo Joya et sa majesté Victor Kana de Bafoussam, une quarantaine de souverains venus de l'Ouest ont été reçus au Palais de l'Unité, portant symbole de prière. Ils ont invoqué la paix avant, pendant et après la présidentielle, tout en réaffirmant leur soutien au président Paul Biya. Rodrigue Tongue. Sous le velours des toges et le cliquetis des perles, c'est toute la majesté des royaumes de l'Ouest qui franchit le seuil du Palais de l'Unité. Ce mardi, une quarantaine de chefs traditionnels, porteurs des symboles séculaires des dynasties Bamileke, Bamoun et Mbo, viennent porter un message. Prière pour la paix au Cameroun avant, pendant et après l'élection présidentielle du 12 octobre prochain et soutien franc à la candidature de Paul Biya. Nous sommes les chefs traditionnels et garants, n'est-ce pas, de la paix au niveau familial. Et nous voulons un Cameroun qui est toujours en paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait des perturbations. C'est pour cela que nous avons tenu à dire également au ministre de transmettre au chef de l'État notre soutien. Aux côtés du président du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest, les présences remarquées du sultan roi des Bamoun, sa majesté Nabil Bombo Joya, du roi des Bafou, Fondong Victor Kana II, et la jeunesse de la tradition incarnée par le prodige Atenken Djouatsa, 13 ans, déjà roi des Fotsesa, dans la Menois, ou alors leur majesté Ndomfa Kendeng de Fonsatsula, Isaac Pekeko Feko de Bamenjin, dans les Baboutos, et bien d'autres monarques complètent cette mosaïque d'héritage. Lembo, représenté par leur majesté Thomas Ekeme, Georges Lombat ou Mathurin Ewane de Sanchou, rappelle que les vallées aux plaines, le poids des traditions peut sceller les choix politiques. Ferdinand Ngongor, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, président du comité stratégique de campagne de Paul Biya, reçoit ce soutien royal. Il écoute, prend note et promet de transmettre fidèlement ce message à l'illustre destinataire. Entre formules ancestrales et rituels et invocations, des rois et chefs de l'Ouest scellent un pacte symbolique, celui de la stabilité et du progrès incarné, disent-ils, par l'actuel locataire du palais des Toudis. Nous restons dans le cadre présidentiel de 2025. Le RDPC promet un plébiscite à son candidat à la présidentielle. Substance des interventions des présidents de 8 sections des partis dans le Jaelobo, région du Sud. La réunion de mobilisation a été présidée à Saint-Milima par Louis-Paul Motazé, le chef de la délégation permanente départementale, et c'était en présence de Samuel Vondoayolo, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Flavien Zobo. À l'approche de la présidentielle d'octobre prochain, le RDPC affûte ses armes dans le Jaelobo. Louis-Paul Motazé, le patron politique du parti au flambeau, au cours d'une réunion de travail tenue dans un établissement hôtelier de la ville de Saint-Mélima, s'est voulu pragmatique et stratégique sur la méthodologie d'approche des futures équipes de campagne. Les prises de parole des responsables des 8 sections que compte le département du Jaelobo ne sont autres que des refrains d'assurance et de conviction pour un plébiscite en faveur du président Paul Biya. J'ai voulu avoir tous les responsables politiques, j'ai voulu avoir les élites
pour déjà leur faire comprendre les deux textes majeurs qui sont sortis, une circulaire du chef de l'État, une circulaire du secrétaire général du comité central, pour que nous ayons la même compréhension de ces deux textes. Je leur ai dit l'importance de l'élection et ce que nous attendons d'eux. Le second point met au devant de la scène l'oiseau du Djaï Lobo, la colombe sportive dont les performances font la fierté de la région tout entière. Via son président dévoile ses ambitions pour un prochain sacre de la prochaine Coupe du Cameroun, le tout couronné par une belle prestation continentale. En clair, l'oiseau de paix entend encore voler plus haut, une dynamique qui bénéficie de l'onction des gardiens de la tradition. Nous sommes là pour donner l'onction que nous détenons de nos ancêtres. On doit l'implémenter à la population pour qu'il y ait la paix. C'est avec plus de détermination et de conviction rassurante que les différentes délégations se sont séparées. Parlons de toute autre chose à présent. Dans quel état se trouve la voirie urbaine de Douala? Entre flaques boueuses, crevasses béantes, circulation chaotique, les usagers de la gare de Nokoti vivent au rythme d'un quotidien devenu impraticable, surnommé la marée rouge. Cette portion de route symbolise l'effondrement d'une voirie urbaine abandonnée à elle-même. Face à l'inaction, la résignation cède peu à peu la place à la révolte. Théophile Tchunke. Ndokoti, les flaques d'eau qui envahissent la chaussée ne passent plus inaperçues. Ici, on les a baptisés la marée rouge. La route s'efface sous des nappes d'eau stagnantes. À sa place, une série de bassins où les véhicules tentent de se frayer un passage, comme des embarcations sur une mer agitée. Les habitués connaissent les zones à éviter, mais pour les autres, c'est souvent une douche froide, un bain forcé dans une eau boueuse et incertaine. Vous voyez, non, après vous avez dit qu'on voulait encore les DPC. Non, on n'est plus dedans. On n'est plus dedans, on ne veut plus la DPC. C'est quoi? Regardez comment on souffre ici. C'est quoi ça? C'est quoi? Même à pied, il est difficile de se frayer un chemin. Sa fâche et la colère des usagers grondent. Tous les jours, c'est la même corvée. Depuis que nous souffrons, ils voient, depuis Château Niala jusqu'à Nokoti, c'est le même calvaire que nous vivons. Il attend que cette route doit se dégrader à 2 km pour nous parler d'un budget de 4 milliards ou de 5 milliards qu'il a arrangé, on ne connaît pas. On ne peut pas passer une seule journée sans toutefois tomber 10 fois, 15 fois. Essayez de voir l'état de ma moto. Ils sont dépassés par les événements, mais ils n'ont d'autre choix que d'affronter ce désastre malgré la dangerosité de l'obstacle. Pendant que nous sommes en train de faire des interviews, vous voyez ce que nous vivons à Douala 3e. Voilà. Il doit savoir que ce monsieur n'a rien foutu à Douala. C'est encore plus compliqué pour les petits véhicules de pratiquer cet axe qui mène au Carrefour Niala. Une dame, la quarantaine, en est victime. Coincée dans une flaque d'eau, elle sollicite notre aide. Nous venons là de pratiquer un exercice physique involontaire. C'est la réalité que vivent les usagers de l'axe Carrefour Ndokoti Niala dans le 3e arrondissement de Douala. Une réalité bien plus triste encore à la moindre tombée des pluies. Partant de ce point de stationnement vers la zone industrielle, la chaussée se transforme en piège. Au lieu du Carrefour Bokom, la couche de pozzolan déversée il y a quelques semaines a été entièrement emportée par les pluies torrentielles. Résultat, les conditions de circulation sont encore plus périlleuses. Depuis au moins 2 mois, depuis que les pluies ont commencé, c'est grave, on ne passe plus en Ndokoti. On fuit de ce côté par ce mazar, c'est début au moins à remplir les trous ici. La voirie urbaine de Douala s'est fortement détériorée ces derniers mois. Pour les spécialistes, cette dégradation est le fruit d'une négligence prolongée des pouvoirs publics. Merci à Hubert Kamini. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information. Un fonds commun s'est ouvert à Genève contre la pollution plastique. 180 pays réunis par l'ONU tablent sur une impact contraignante pour limiter les dégâts de l'atmosphère. Les États producteurs de pétrole, cette matière de base du plastique, font de l'esprit et de la résistance. En attendant les conclusions de Genève le 14 août prochain, des experts expliquent l'urgence et les enjeux de ces périls climatiques. Franck Evina. C'est la plus grave menace écologique du XXIe siècle. Entre 1950 et 2017, le monde a produit 8,3 milliards de tonnes de matière plastique. Principal réceptacle, les océans,
qui peuvent en ingurgiter en une seule année 12 millions de tonnes. Il a fallu, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec le développement des industries pétrolifères, que les déchets plastiques vont donc être fabriqués en termes de millions de tonnes. À la recherche du consensus pour limiter les dégâts, les 180 pays réunis à Genève peinent à s'accorder sur l'approche à adopter. La principale partie qui s'oppose à la signature du traité, ce sont les pays producteurs et exportateurs de pétrole. Ici, ce sont les puissances économiques mondiales, à savoir la Russie, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et bien d'autres. Donc du coup, il est beaucoup plus difficile de les amener à se plier. Opposés à l'idée d'une baisse de la production, les pays producteurs de pétrole proposent toutefois le développement de l'économie circulaire. Seuls 8% des déchets plastiques produits à travers le monde sont recyclés. L'approche utilisée en termes de pouvoir attaquer les produits dérivés du pétrole va nécessairement appeler à leur réticence. Il faudrait qu'on trouve un consensus. Le consensus s'inscrit dans l'économie circulaire qui consiste à recycler la matière plastique pour éviter qu'elle continue à polluer. En participant à la dynamique mondiale, le Cameroun devrait poursuivre la domestication de la cause. Le ministère de l'Environnement a signé par exemple en 2012 un arrêté qui interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation des emballages plastiques de taille inférieure à 61 microns, en fait des emballages à usage unique. Malheureusement, dans l'application, ce n'est pas le cas. C'est un acte juridique qui a tout son sens, mais au regard de cet acte qui a été pris et au regard des effets que nous constatons sur le terrain, l'on peut dire sans risque de se tromper que les résultats sont tout à fait mitigés. Si le Front commun contre la pollution plastique met en branle un choc d'intérêt économique, le péril climatique, lui, n'épargne personne. En éducation, l'extrême nord Cameroun va améliorer son offre dans le secteur. Grâce au projet gouvernance locale et communauté résilient, un projet en abrégé pour leur autant pour moi, 5 établissements d'enseignement secondaire sortiront de terre dans cette partie du pays à la faveur d'une convention de financement. Ivan Selm Tadiofo et Islem Kouga. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci. C'est dans cette veine que le projet gouvernance locale et communauté résiliente Prologue s'inscrit dans le but, justement, de contribuer à la réduction de ce déficit criade. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'extrême nord, représentées par le conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'extrême nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le Prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'extrême nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le Prologue ne concerne pas seulement la région de l'extrême nord, mais 6 régions au total, l'Adamawa, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. Parlons à présent du mariage précoce qui demeure dans le Grand Nord Cameroun une réalité tragique. Des milliers de jeunes filles sont contraintes de renoncer à leur rêve pour épouser des hommes qu'elles ne connaissent pas. Découvrons dans ces reportages les enjeux de cette pratique et des efforts déployés pour changer les mentalités. Boubacar Adama. Dans le Grand Nord Cameroun, un fléau persiste, le mariage précoce. Dans cette région riche en culture mais confrontée à de nombreux défis,
Des milliers de jeunes filles sont contraintes de quitter leur enfance pour entrer dans une vie adulte qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Malgré les lois interdisant le mariage des enfants au Cameroun, les traditions et la pauvreté continuent d'alimenter cette pratique. Pour beaucoup de personnes, le mariage est perçu comme une solution aux problèmes économiques et sociaux auxquels leurs familles font face. Rencontrons Amina, une jeune fille de 14 ans vivant dans un village isolé. Elle partage avec nous son histoire poignante. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose. On a bagarré jusqu'à. C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé. Il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Le mariage précoce n'affecte pas seulement ces filles individuellement, il a des conséquences profondes sur l'éducation et la santé des communautés. Les statistiques montrent que ces jeunes épouses sont souvent exposées à des grossesses précoces et à des violences domestiques. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons rencontré Dr Nguema, spécialiste des droits de l'enfant dans la région. Elle nous explique les enjeux liés au mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi. Elles pensent à un moment à se suicider si elles continuent à être dans ces situations. Des organisations locales s'engagent activement pour sensibiliser les communautés et offrir des ressources aux familles. Chaque voix compte dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Le changement commence ici avec chaque fille qui rêve d'un avenir meilleur. De la découverte dans ce journal, mesdames, messieurs, nous vous amenons ce soir dans la région du Sud Cameroun pour découvrir le village d'Ève situé au cœur de la forêt équatoriale, plus précisément dans l'arrondissement de Man sous l'axe Bolova Amban. Suivons notre guide Baudelaire Moafo. Au cœur de la forêt équatoriale, dans les profondeurs de la région du Sud Cameroun, se trouve le village Èves, une localité logée dans l'arrondissement de Man, département de la vallée du Thème, situé à 17 km de Méo Centre sur l'axe Ambam et Bolova-Man. Loin des carcans des centres urbains, l'environnement ici séduit plus d'un. Venir dans mon village, c'est d'abord me ressourcer, venir rencontrer ceux qui m'ont vu naître, ceux qui m'ont vu grandir et être en contact avec la nature. Èves, une localité rurale avec les milliers d'habitants. Et le quotidien des populations est basé à plus de 95% sur l'agriculture. Nous avons des possibilités d'évacuer les produits agricoles. Il y a le marché mondial à Bamako, il y a le marché de Kiossi, il y a Ambam, ici à Èves. Nous sommes à l'aise avec l'agriculture. L'amélioration des conditions de vie des populations dans cette partie du pays est visible en matière de développement. Presque chaque grand quartier a un forage. L'apothéose, c'est l'électrification de notre village. Parce que la nuit, nous n'avons plus rien à envier à ceux qui vivent en ville. Parce que nous avons la télévision, nous pouvons charger notre téléphone, nous pouvons allumer, éteindre. Parce qu'il y a même une personnalité là-bas. Ça veut dire que le développement suit par rapport à ça. Èves a beaucoup changé et je suis très fier. Dans le jargon africain, qui dit merci en redemande. De cela, la route Bolova à Komri-Kribi et bitumen, on pourra facilement relier les deux routes, donc par le bitumage de notre route-ci. De telle sorte que ceux qui viennent du Gabon, de la Guinée équatoriale, n'auront plus besoin d'aller passer par Bolova pour aller à Kribi. Ce sera un très grand raccourci. Èves est une localité chargée d'histoire et le riche patrimoine culturel de ce peuple n'a plus aucun ride. C'est pour cette raison que nous mettons un point d'honneur sur des aspects culturels. Nous tournons sur la langue locale. Quand on veut dire bonjour, on dit Mbolo. Quand on va accueillir les étrangers, on dit Bimbansoan. Quand on veut dire au revoir aux étrangers, on dit Bimbankran Nikulumbe. Avec ces différents charmes, une fois à Èves, difficile pour le visiteur
de repartir aussitôt. Dans une dizaine d'années, la localité d'Eves aura forcément un autre visage en matière de développement. À l'étranger, l'armée israélienne se prépare sous les critiques internationales à prendre le contrôle de la ville de Gaza, le plus grand territoire palestinien dans le but de vaincre Hamas et assurer la libération des otages. Suivons le récit d'Alexandra Karini. Après avoir fait fuiter pendant plusieurs jours l'idée d'une occupation totale de la bande de Gaza, Israël a finalement annoncé sa volonté de prendre le contrôle de la ville de Gaza. L'armée israélienne va se préparer à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat. Pour certains analystes, cette nuance ne signifie pas pour autant un renoncement à des ambitions plus vastes. Le plan approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi pourrait être la première étape d'une stratégie progressive insufflée par l'aile la plus radicale du gouvernement Netanyahou, comme le détaille cette chercheuse basée à Londres. Certains membres de l'extrême droite militent depuis 2005 pour la réinstallation d'Israéliens dans la bande de Gaza elle-même. Le raisonnement est que seule cette mesure serait suffisante pour mettre fin ou empêcher une future attaque similaire à celle du 7 octobre. La prise de contrôle de la ville de Gaza par l'armée israélienne impliquerait l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens qui y vivent vers le sud. Une opération dangereuse à tout point de vue pour ce politologue. Cela représente un risque très important, non seulement pour Netanyahou lui-même, mais surtout pour la population de la bande de Gaza, qui continuera à souffrir. Et cela signifie également que l'armée israélienne paiera un lourd tribut en vie humaine. Je doute qu'Israël soit prêt à le faire à long terme. Malgré les annonces d'aide humanitaire supplémentaire dans la bande de Gaza, le projet israélien fait l'objet d'une vaste réprobation internationale. L'ONU appelle Israël à stopper immédiatement un plan qu'elle juge non conforme au droit international. Fin du 20h de ce 13 août 2025 sur Camnews 24 FM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellente soirée à tous.